loi. Je ne sais pas si nous allons attendre un quart d'heure, mais je peux commencer le propos. Si vous en êtes d'accord, Pauline? Tout à fait, allez-y. Donc, je suis Thierry Ménissier, comme vous le savez, comme la plupart le savent. Je suis professeur de philosophie de l'innovation et donc en charge officiellement de la conférence, du cycle de conférences des lundis de l'innovation. Ce cycle vise à, disons, faire connaître un certain nombre d'expériences d'innovation, ou plus exactement à faire connaître l'innovation par la pratique de celle-ci, étant entendu que pour notre part, au sein du master management de l'innovation de Grenoble IAE et grâce à nos amis de Promising, nous centrons l'attention sur l'innovation par les usages, à travers les usages et aussi à travers les représentations mentales. Alors, ceci rappelé, donc, qui est familier pour bon nombre d'entre vous, nous avons la chance de vivre ce soir une expérience d'innovation, puisque ces lundis de l'innovation changent de format. Ça faisait plusieurs saisons, de nombreuses saisons, qu'ils existaient sous la forme d'une conférence académique organisée par un enseignant-chercheur, donc autrefois la professeure Valérie Chanal et maintenant moi. Et en fait, j'ai décidé, en accord avec l'équipe pédagogique et avec l'équipe de Promising, j'ai décidé que nous allions continuer d'innover dans ce master en donnant la parole à la créativité de nos jeunes. Et donc ce soir, ce sont les étudiants, une équipe d'étudiants du master, qui va gérer intégralement la conférence, qui d'ailleurs aura une forme originale, une forme participative. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous transmets la parole. Non sans émotion. Ça marche. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci du coup de vous être connectés à cette session des lundis de l'innovation portée par le programme Promising. Comme l'a très bien dit juste précédemment Monsieur Ménissier, il s'agit donc d'une première. Donc, on est tous assez stressés, mais ça va bien se passer. On espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Et donc, voilà, c'est les étudiants qui vont, un groupe d'étudiants et donc mon groupe qui vont présenter en fait la conférence et donc on espère que ça va vous plaire. Du coup, nous, on s'est intéressé à l'innovation dans l'éducation, à comment faire autrement, comment travailler avec de nouvelles méthodes qui mettent au cœur l'enfant, comment aborder de nouveaux sujets tels que les problématiques environnementales, ainsi que d'autres sujets tels que l'acceptation d'autrui. L'idée est d'aller voir ailleurs, de sortir du cadre, expérimenter de nouvelles choses en ce qui concerne l'éducation. On ne peut pas le nier, la société actuelle vit de nombreux bouleversements qui se jouent tant au niveau individuel, mais aussi collectif. L'éducation dès le plus jeune âge aux enjeux de société actuelle devrait donc être une priorité. Quelle place pour les enfants, quelle place en fait les enfants peuvent-ils tenir dans la réponse aux enjeux de notre société actuelle? Comment leur donner la parole? Quels moyens d'agir ont-ils? Quel impact cela peut avoir sur le fonctionnement de notre société? Donc, on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions et j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont émerger. Nous voulions aussi avoir une approche finalement pragmatique et une approche venue du terrain. C'est pour ça qu'on a contacté Madame Rizy, qui est présente avec nous. Elle est directrice d'Imagineo. Elle va nous apporter son témoignage de son expérience sur les différentes manières de développer des capacités d'intelligence collective, de créativité, ainsi que des valeurs basées sur le respect, l'égalité et la citoyenneté dès l'enfance. Donc, au niveau du déroulé de la conférence, donc dans un premier temps, Véronique va nous faire une présentation de 20-25 minutes. Ensuite, vous aurez un temps de réflexion en groupe. Et enfin, il y aura un temps d'échange, un temps de restitution durant lequel Véronique va rebondir sur vos propositions de synthèse. Diplômée d'un doctorat de psychologie, Véronique a fondé, donc je le disais précédemment, Imagineo en 2015 afin de développer le pouvoir d'agir des jeunes. Formée en pédagogie ascendante, elle met donc cette expertise en pratique avec la conception et la réalisation d'ateliers collectifs, inspirés donc par le design thinking. Elle applique donc ses connaissances scientifiques à son terrain, notamment grâce au lab d'Imagineo. Donc encore une fois, merci Véronique d'être parmi nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup Sophie, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà.
pour cette présentation qui va lancer, j'espère, de beaux échanges qu'on peut avoir après. Je suis très contente que cette conférence prenne ce format parce que c'est vraiment en cohérence avec nos convictions chez Imagineo. Avec notre démarche participative et avec le fait de croire vraiment en l'intelligence collective. Je vais commencer donc en vous présentant deux réflexions qui, je pense et j'espère, ne vous sont pas étranges, enfin sont plutôt familières, je pense. La première, c'est celle qu'on vit dans une société qui est vraiment en pleine mutation. On est dans un monde qui est dynamique, incertain, on le sait, voilà, on le ressent vraiment, même surtout avec la dernière année qu'on vient de vivre. Le monde est très accéléré et très difficile à prédire. Et il est donc extrêmement difficile de transmettre les bonnes réponses, des manières de faire qui vont marcher, parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler en fait ce monde dans 5 ans, dans 10 ans. Donc si on parle de l'éducation, des enfants qui aujourd'hui ont 8 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, quel métier est-ce qu'ils vont avoir, et ils vont avoir quelles capacités, quelles connaissances plutôt vont être nécessaires. C'est très difficile de le savoir. Donc, il faut s'interroger sur cette éducation qui date déjà un petit peu, la manière dont elle est organisée, comme vous le voyez un peu sur la photo, un peu qui caricaturise un petit peu tout ça. Mais il y a une vraie interrogation sur les méthodes d'éducation qui sont adaptées pour préparer la nouvelle génération à être vraiment à l'aise dans ce monde qui, on le sait nous-mêmes, est un vrai challenge. La deuxième réflexion, c'est celle des grands défis auxquels on est confronté. Des défis sociétaux, donc notamment en lien avec l'environnement, des défis aussi en lien avec la solidarité, le vivre ensemble. Et ces défis-là, on parle souvent de la force de la diversité pour les relever. Il faut qu'on sache collaborer, il faut qu'on profite des différentes parties de la société pour trouver ensemble des solutions. Mais souvent, on pense rarement aux enfants dans cette réflexion. Les enfants, on va leur expliquer comment fonctionnent les choses, mais est-ce qu'ils n'auraient pas, eux aussi, en fait, un rôle important à jouer dans ce challenge de relever les défis du siècle, sachant qu'en plus, eux vont être les premiers concernés par les décisions qui sont prises aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une interrogation autour de la place de la nouvelle génération dès maintenant, quel est le rôle que devrait pouvoir prendre cette nouvelle génération. Donc, chez Imagineo, on se base sur ces deux réflexions pour identifier un besoin ou plusieurs sous-besoins. Clairement, en tant que société, on a besoin de passer de la compétition vers la collaboration. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Qui s'entraînent, qui se cultivent. On a besoin aussi de passer d'une société de consommation à une société de contribution. C'est pareil pour les adultes, mais ça, si on le cultive dès le plus jeune âge, ça devient quand même de plus en plus facile. C'est nécessaire. Et ce qu'on propose aussi, c'est de dire, en fait, on a besoin de concevoir les solutions plutôt avec la nouvelle génération que pour elle. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer et lui donner une voix aussi à cette nouvelle génération? Au-delà de ça, on a besoin de dépasser les schémas de pensée habituels, forcément, puisqu'on a des défis qu'on n'a pas connus jusqu'ici. On a besoin de sortir des sentiers battus, c'est ce qu'on fait dans l'innovation. Et ça, pareil, si on commence à demander aux étudiants de savoir être créatifs et savoir innover, c'est bien plus difficile que si on le fait, que si on entraîne ça dès le plus jeune âge. Et surtout que les enfants ont quand même naturellement un sens de la créativité, un imaginaire qui est énorme et qui est un petit peu bridé souvent au cours de l'adolescence. Et quand on grandit, on s'impose pas mal de limites. Et l'objectif, c'est d'éviter ça et de rester dans une dynamique justement
de créativité qui va pouvoir grandir et être mis en pratique. Donc, c'est vraiment le développement de la créativité, des capacités d'innovation et finalement, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Donc, avoir les moyens de se mettre en action pour les valeurs en lesquelles on croit et pour aller vers un monde qui nous semble souhaitable. Donc, on peut différencier en fait les deux parties du besoin. L'un qu'on assigne à l'être, qui serait de développer les compétences pour être à l'aise dans ce monde en pleine mutation. Et l'autre, c'est de pouvoir agir, donc pour s'appuyer sur la diversité, pour construire une société durable et construire cette société avec la nouvelle génération. Donc, pour résumer, comment est-ce que Imaginio du coup traduit ça en mission? Notre mission, clairement, donc, c'est développer cette créativité, capacité à innover et le pouvoir d'agir chez l'enfant, dans l'objectif de les accompagner à devenir auteurs de leur vie et acteurs de la société. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les méthodes qu'on met en place, l'idée, c'est de leur donner des outils qui ensuite qu'ils vont pouvoir généraliser dans tous les domaines de leur vie, qui vont les autonomiser, qui vont les rendre capables en fait de trouver leurs propres réponses, autant à titre individuel qu'à titre collectif. Et tout ça dans un objectif d'être un acteur de la société, de contribuer au futur qu'on souhaite créer. Donc, si on retrouve être et agir, on a préparé la nouvelle génération pour demain, donc développer ces capacités-là. Ça, c'est les capacités du coup liées au pouvoir d'agir. Et en donnant vraiment des opportunités pour agir, ça c'est important. Ça ne s'apprend pas à travers la théorie, mais vraiment à travers l'action. Donc, dès maintenant, construire demain avec la nouvelle génération et comme ça, leur permettre à travers l'action de développer ce pouvoir d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails au niveau de tous les outils qu'on met en place, du design thinking, etc. Mais je vais vous donner en grande ligne vraiment les grands principes qu'on met en place pour pouvoir nous approcher de cette mission pour la remplir. D'un côté, ce que je vous disais, c'est ce cadre de contribution réelle. Donc, quand on fait des projets avec les enfants, des ateliers avec les enfants, c'est pas juste, allez, on va imaginer, on va rêver, mais on est sur des sujets, des vraies questions. Une question que, par exemple, un chercheur se pose, une question qu'une personne de la RSE d'une entreprise se pose, une collectivité. Donc, on est vraiment sur des réels enjeux et puis on attache de l'importance à ce que les enfants soient écoutés et que ça ne se reste pas dans l'atelier, mais qu'il y ait un prototype qui ressorte du projet. Qu'il y ait des propositions qui puissent vraiment être écoutées. C'est important d'un côté au niveau du pouvoir d'agir, pour avoir vraiment développer ce sentiment d'avoir ce pouvoir d'agir. Et d'un autre côté, c'est important pour construire demain avec la nouvelle génération, donc en termes de sources d'inspiration. Les idées des enfants, alors elles ne sont pas toujours pertinentes, mais elles ont, c'est pareil que pour les adultes d'ailleurs, mais elles ont une spécificité intéressante, c'est un regard qui est différent de celui d'un adulte, d'un acteur. Souvent très intuitif, souvent très sensible. Et on est vraiment convaincu que ce regard des enfants, ces propositions des enfants ont une grande valeur en termes de sources d'inspiration pour nous décaler aussi un peu des fois de nos schémas de pensée qui sont assez, qui vont dans une certaine direction. Et là, ça nous permet d'avoir de sortir un peu de notre cadre. Après, ce qu'on met en place, du coup, c'est des méthodes pédagogiques innovantes. Nous, on se base beaucoup sur le design thinking, notamment pour structurer nos ateliers, donc avec une phase d'inspiration. On va aborder la thématique, où on va surtout permettre aux enfants de s'approprier la thématique, l'enjeu. Et avec très très peu de transfert de connaissances, donc on va être très très peu dans la descendance, on parle beaucoup d'ascendance, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le vécu, sur les observations des enfants, leur apporter quelques briques de connaissances quand même, pour pouvoir ensuite, dans la phase d'idéation,
imaginer, proposer des solutions à un défi, et tout ça dans une dynamique de collaboration créative. Pour ça, on va aller se servir dans les outils de créativité et d'innovation qui sont utilisés dans le monde adulte, mais aussi beaucoup dans le monde artistique, dans le théâtre impro par exemple. Et puis les adapter pour qu'ils soient utiles dans notre atelier, pour que ça soit adapté aux enfants, que ça soit ludique, et en même temps que ça favorise donc cette collaboration créative entre les enfants dans une dynamique très inclusive et positive. Et finalement, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a besoin de changer de posture par rapport à ce qu'on connaît habituellement au niveau adulte-enfant. On n'est plus dans cette descendance, mais on a un nouveau regard sur les enfants, on a une nouvelle manière de les écouter, et on est plutôt dans une posture d'accompagnateur plutôt que d'enseignant. C'est surtout le cas si on parle vraiment de l'éducation dans le cadre scolaire, mais c'est aussi le cas dans les ateliers où il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse développer ensemble des idées et que la parole des enfants compte. Et ça a énormément d'effets sur les enfants et sur les adultes aussi. Du coup, comment est-ce qu'on fonctionne chez Imaginio? Ça nous tient à cœur au niveau de nos activités. On est orienté à laboratoire d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait, nos projets vont être des expérimentations pédagogiques. On va concevoir des formats, des ateliers pour les tester, les mettre en place et mesurer leur impact pour pouvoir en déduire des connaissances, pour pouvoir apporter des clés à d'autres personnes qui travaillent dans la pédagogie, dans la participation. Donc vraiment créer des connaissances à travers cette méthode très réfléchie. C'est important parce que je parle comme ça de pédagogie ascendante, de mettre en place toutes ces pédagogies innovantes. En vrai, c'est pas facile, et nous aussi, on est constamment en train de voir comment ça peut s'améliorer, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la collaboration, dans l'autonomisation. C'est un vrai enjeu. Comment est-ce qu'on peut mettre les enfants dans une posture de responsabilité, d'autonomie, parce que notre zone de confort, c'est quand même souvent écouter et puis répéter, quand en fait, c'est beaucoup plus intéressant, voilà, de prendre cette posture active, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc, on travaille beaucoup de manière très réfléchie en basant nos activités sur une veille scientifique et sur un état de l'art de ce qui se fait en innovation, en créativité, en collaboration. Et notre objectif ensuite, c'est de pouvoir partager ces connaissances de différentes manières à travers la formation professionnelle, à travers des articles scientifiques, des publications grand public, pour pouvoir en fait accompagner les acteurs de la transition éducative, permettre d'outiller d'autres personnes, pas forcément à faire la même chose, mais à s'inspirer de notre expérience de connaissances qu'on a pu acquérir à travers nos expérimentations, et puis leur donner des clés et échanger avec eux aussi pour voir comment, encore une fois, dans cette dynamique d'intelligence collective et de collaboration, comment on peut avancer ensemble et puis adapter les différentes méthodes ou les astuces qu'on met en place dans différents contextes. Je ne sais pas au niveau du timing, comment est-ce que on est, parce que je ne vois pas Il reste 10 minutes. 10 minutes. Donc, ce que je voulais vous montrer pour que ça devienne un peu plus concret, c'est un grand projet qu'on met en place tous les ans, qui s'appelle Ma planète, mon quartier, qui demande beaucoup de ressources, mais qui est très gratifiant parce qu'il a beaucoup d'impact. C'est un projet de classe, donc on va s'adresser à une classe entière, une classe de 6e, et leur proposer d'imaginer et réaliser leurs propres initiatives de quartier.
Donc, on est vraiment dans une approche de citoyens actifs. Comment est-ce qu'ils peuvent créer des initiatives de quartier qui vont répondre aux enjeux de la transition. Mais ces initiatives-là, on ne leur propose pas. On va les accompagner dans une petite série d'ateliers qu'on fait au début de l'année pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs envies d'agir, pour qu'ils se mettent en groupe et puis imaginent, donc qu'ils fassent émerger ensemble ces idées d'initiative, donc des premiers prototypes en début d'année scolaire. Et ensuite, on va avoir une série d'ateliers web radio qui vont rythmer l'année pour que les jeunes, les collégiens, parlent de leurs idées, mais les enrichissent en même temps. Donc, on va d'abord avoir un atelier chronique où ils vont pouvoir creuser le sens de leur initiative. On va avoir un atelier micro-trottoir où ils vont aller demander des avis. Et donc, ces ateliers vont à chaque fois permettre d'avoir une création concrète. Ça, c'est très important parce que si on va demander aux élèves, vous allez créer une initiative en avril prochain, c'est dans 6 mois, et ben pour eux, c'est beaucoup trop loin. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petits jalons de petits succès de création concrète. Donc, il y a ces podcasts. Vous pouvez aller, je pourrais vous passer le lien vers leur web radio. Et en même temps, donc ça permet aussi de parler du projet, mais pas que ça développe des compétences importantes en termes de prise de parole, en termes d'autonomie, en termes de savoir aller poser des questions aux gens, aller contacter des associations. Voilà, on leur pose ce type de challenge, on leur offre ce type d'opportunité tout au long de l'année. Et puis, on va les inviter aussi à mi-parcours à une journée d'intelligence collective où on invite des personnes ressources, des acteurs qui, du coup, sont en lien avec les thématiques des initiatives que les élèves ont choisies. Et puis, ils vont les aider à élaborer leur plan d'action pour réellement réaliser leur initiative. Donc, on est dans un projet collaboratif au niveau des élèves, puisqu'ils élaborent leur initiative en petits groupes. On est sur du développement de la curiosité forcément, parce qu'ils vont devoir aller rechercher pas mal de choses. Déjà, rechercher en premier ce qui les intéresse eux, ce qu'ils ont observé dans le quartier et comment ils pourraient agir. L'empathie, bien sûr, puisqu'on est dans des démarches de transition. Sens critique et autonomie des élèves. Donc, on est sur ces compétences psychosociales et qui vont être développées finalement, qui s'apprennent à travers la mise en pratique d'un projet. Donc, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas, mais qui se vit, et que c'est à travers l'apprentissage, en fait, par l'expérience que les élèves vont évoluer. Pourquoi c'est ce projet, quels effets est-ce qu'on attend ce qui est important, c'est justement que ça rend les élèves acteurs de leurs apprentissages dans cette dynamique inclusive de collaboration créative. C'est un grand changement en fait, par rapport à ce qui se passe habituellement à l'école. Bon, les enseignants ont un rôle aussi dans ce projet, ils accompagnent les élèves à créer leur podcast, sauf que c'est les élèves qui sont porteurs de leurs initiatives. Donc, forcément, l'enseignant doit changer de rôle puisque ce n'est pas lui qui a le contenu et il devient forcément accompagnateur d'une étape du projet pour ses élèves. Et ensuite, il y a un prochain enseignant qui prend le relais. Il y a clairement donc, l'épanouissement des élèves qui est important, donc épanouissement à travers l'engagement dans la cité. On observe que les élèves ont beaucoup envie d'aider, sont très sensibles aux enjeux de la transition. Et là, il y a vraiment, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent vraiment le faire, parce que ça, c'est la grande barrière en début d'année, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils vont réaliser vraiment une initiative de quartier. Et quand ils se rendent compte qu'ils vont le faire et quand ils la réalisent, ça a un effet énorme. Et là, encore une fois, pour nous, ce qu'on espère, c'est que ça soit un exemple de vécu qui vont ensuite pouvoir transposer autrement dans les différents moments de leur vie. Où ils vont pouvoir être acteurs de différentes décisions, de trouver des solutions et puis de contribuer.
Ce qu'on fait aussi donc, dans ce projet, ce qui est assez intéressant au niveau décloisonnement, c'est qu'on fédère une communauté éducative pour accompagner les élèves. Donc, l'équipe d'Imaginéo travaille vraiment en étroite collaboration avec les enseignants, mais on implique aussi les acteurs du quartier, des acteurs associatifs, des élus, et on a notre partenaire Web Radio. Donc, tous ces intervenants, toutes ces interactions, en fait, qu'ont les élèves avec des personnes extérieures, ça les fait énormément grandir et ça fait toute la valeur du projet. Et un dernier point important, c'est qu'avec ce projet, on veut ouvrir le collège sur son territoire, puisque les initiatives de quartier, elles ne se passent pas dans le collège. Il ne s'agit pas de créer un compost pour le collège ou d'imaginer de nouvelles règles pour la cour de récréation. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour le quartier. Et du coup, ça fait que le collège, qui avant était quand même un peu cloisonné, devient accessible autant pour les habitants à l'extérieur puisqu'ils sont en lien avec les élèves et inversement, les élèves se connectent plus au quartier. Et pour terminer, je vous parle un petit peu de l'impact qu'on a pu observer puisqu'on a fait une étude sur les effets de ce projet. On a différents domaines qui sont impactés. Comme je le disais, il y a une nouvelle relation enseignant-élève. Et en fait, cette nouvelle relation, elle prend une qualité qui va impacter aussi les cours indirectement, puisque l'enseignant porte un nouveau regard sur l'élève et puis l'élève vit des interactions, vit des situations différentes avec l'enseignant que celles qu'ils ont l'habitude de vivre en cours. Et ben, ça impacte aussi la manière dont ils vont adhérer au niveau des cours, dont ils vont pouvoir interagir pendant les cours classiques. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça joue sur l'ambiance à l'école et ça joue du coup forcément aussi sur les apprentissages. C'est un moyen de valorisation pour les élèves qui est très très important, surtout pour les élèves qui ont des difficultés. On n'est pas dans des critères de réussite habituels, il ne s'agit pas d'être bon en maths ou bon en anglais. On peut s'appuyer sur ses propres forces, trouver sa manière de contribuer dans le groupe. Et ça fait que, puisque ça c'est reconnu, ça fait que les élèves se définissent plus à travers leur réussite en anglais, mais c'est pas je suis nul, non, c'est j'ai d'autres choses à apporter. Et ça c'est très important pour leur futur, puisque dans la société, il s'agit bien de ça, de voir qu'est-ce que chacun a apporté et de ne pas forcément mesurer tout le monde avec les mêmes critères ou avec les mêmes catégories d'exigences. Et ce qu'on a observé, donc, c'est que cette valorisation joue sur l'estime de soi, forcément, et l'estime de soi joue sur la motivation, sur la persévérance scolaire, et ça fait que finalement, on a un véritable levier de prévention du décrochage scolaire, parce que les élèves ne se découragent pas quand il y a une situation difficile, puisqu'ils ont tout ce cadre autour qui est la réalisation de leur projet et puis les réussites qu'ils peuvent avoir dans ce cadre-là. Donc, c'est une expérience qui encourage vraiment à la persévérance, qui est un levier très, très important dans la réussite scolaire. Ensuite, on en a parlé, le développement des compétences interpersonnelles, tout ce qui est collaboration. En fait, dès le début de l'année, on met en place beaucoup d'exercices de collaboration et puis après, à travers les exigences du projet, parce que si on veut avancer en groupe, il faut savoir se mettre d'accord, il faut savoir chacun trouver sa place, intégrer chacun, et ça, forcément, ça développe des compétences très importante, essentielle en fait pour réussir plus tard dans toutes ces dynamiques de collaboration qu'on doit créer. Un gain de confiance et estime de soi, j'en ai parlé. Et puis aussi l'autonomie et l'autoresponsabilisation qui sont favorisées, qui sont pas toujours confortables à prendre, mais qu'on va clairement augmenter tout au long de l'année. Contacter des adultes, prendre des rendez-vous avec des adultes, ça c'est des choses que normalement les élèves ne font pas. Et là, ils le font et ça a des effets sur ce qu'ils osent faire. Et quand on ose faire quelque chose, forcément, on le fait, on est à l'aise avec après. Et puis, du coup, ça permet d'évoluer.
Et finalement, côté pouvoir d'agir, il ne faut pas oublier qu'on est sur des thématiques de transition. Donc, il y a toute une compréhension des enjeux et des leviers d'action de la transition écologique et sociale. On stimule en début d'année des réflexions et on apporte quelques connaissances. Mais après, c'est aussi spécifiquement sur les initiatives où les élèves vont aller creuser les sujets qui les intéressent et où les élèves vont pouvoir être au contact avec des personnes professionnelles, des personnes du monde associatif ou autres qui sont vraiment dans ces sujets-là et où ils vont pouvoir vraiment se confronter ou être au contact de personnes qui agissent au niveau de ces enjeux-là et forcément creuser des connaissances sur ces enjeux et leviers d'action. On a observé, heureusement, comme on l'a voulu, une plus grande ouverture du collège sur le quartier, des habitants qui suivent le projet et qui observent les élèves en dehors du collège, qui les voient, puisqu'ils les voient au quotidien. Et il y avait une anecdote où il y a un élève du coup, qui était dans une initiative contre les déchets, et qui ramassait régulièrement des déchets dans le quartier. Et du coup, il y a une habitante qui nous a écrit pour nous dire que ça l'avait inspirée parce que du coup, à chaque fois qu'elle promène son chien, elle en profitait pour ramasser des déchets. Donc tout ça pour dire que il y a en fait, quand les enfants se mettent en action, il y a un effet enthousiasmant et entraînant qui est plus grand encore que celui qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Et c'est ça qui est assez magique aussi. Quand on voit que les enfants se mettent en action, il y a plein d'effets qui se produisent autour dans le monde adulte. Et finalement, le pouvoir d'agir des enfants, c'est aussi leur sentiment d'avoir vraiment un rôle à jouer dans l'amélioration du quartier, que c'est aussi leur quartier et puis qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'améliorer dans le sens qu'ils le souhaitent. Voilà pour l'illustration du projet Ma planète, mon quartier. Je pense, si c'est bon au niveau du timing, je dirais à vous de jouer. Oui, c'est bon. Je vais partager mon écran aussi pour mettre les consignes. Hop, donc merci Véronique. Est-ce que Véronique, vous pouvez départager votre écran ? C'est bon. Donc, merci pour cette présentation qui va nous inspirer pour la deuxième partie de la conférence, où on vous propose maintenant un temps de réflexion en sous-groupe, où vous allez être répartis aléatoirement en groupe pour réfléchir autour d'une question liée à cette présentation. On aura un animateur par groupe qui va vous guider, qui va vous donner la question sur laquelle vous allez réfléchir tous ensemble. Et au bout de ces 15 minutes-là, qui vont passer très vite, on vous proposera un temps de restitution de 45 minutes environ, où chaque groupe pourra exposer sa réflexion et en débattre avec Véronique Rizzi et échanger, bien sûr. Donc, voilà. Normalement, vous êtes assigné à des tables. Oui, c'est tout bon. Déjà, merci à tous pour ce temps de réflexion et merci également aux animateurs pour ce moment. Donc, on va maintenant revenir sur ce qui a été dit au sein des groupes et donc par thématique abordée. Un rapporteur donc, qui a été désigné dans chaque groupe va pouvoir restituer ses conclusions et les mettre également dans le chat pour que ça nous permette d'avoir un suivi. Et du coup, donc pour la première thématique, alors, qui était comment l'éducation par le faire permet de mettre la lumière sur les spécificités et les atouts de chaque enfant. Donc, je vous laisse mettre une étoile dans le chat, donc comme ceci, et pour que je puisse vous donner du coup la parole chacun votre tour. Et par la suite, donc Véronique Rizzi pourra échanger avec ce qui a été dit donc par chacun pendant environ 5 minutes. Du coup, donc pour la première thématique, Mathilde, c'est toi qui es la rapporteure.
Yes. Est-ce que tu veux dire du coup à haute voix un petit peu ce que vous avez échangé? Oui, alors je les ai notés dans le chat si vous voulez Ouais. lire en même temps. Donc, on a dit que c'était bien parce que ça permettait de laisser de la place à l'enfant, de lui permettre de s'exprimer et de se développer. Parce qu'on s'est dit que quand on était enfant, on n'était pas encore dans le processus très normé de l'éducation et on a beaucoup plus de place à la liberté de créer et d'avoir de nouvelles idées, parce que le cerveau n'est pas encore vraiment formaté. On se disait que quand on était jeune, enfin moi en tout cas personnellement quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'être beaucoup plus créative que je ne le suis maintenant. Donc, je dois réapprendre ce processus pour être de nouveau créative. Mais ce master nous aide beaucoup, le master management de l'innovation. Donc, on a dit aussi que exploiter la créativité de l'enfant et son potentiel est essentiel. Et que si on mettait l'enfant dans un autre contexte, ça apporterait un nouveau point de vue. Et ça serait intéressant de le faire, en plus de le faire uniquement dans son quartier, de faire réfléchir l'enfant à d'autres thématiques et pas uniquement celles de son quartier. On a trouvé que c'était super intéressant aussi de le faire pour son quartier parce que ça lui donne l'exemple et après il pourra peut-être le refaire pour d'autres thématiques qu'il aura choisies dans l'avenir. Voilà. Okay. Bah, super, merci. Bien. Alors, pardon, Lucille Gerbal, j'avais pas vu l'étoile juste avant, mais du coup, si vous voulez aussi nous partager vos échanges. Oui, alors du coup, nous on a discuté, on était 3, enfin 4 avec la coordinatrice. On a discuté, donc faire c'est égal à créativité, des choses concrètes. Donc ça permet de développer ça chez l'enfant et ça lui permet d'être force de proposition, donc de s'exprimer et d'avoir ses idées à lui qui sont écoutées par les autres. Ça met aussi en valeur le fait que chacun sait déjà faire des choses et chacun fait déjà des choses de son côté, y compris quand on est enfant. Et on a aussi dit que ce qu'on apprend à l'école, on va dire traditionnelle, ne suffit pas. C'est pas notamment non plus tout à fait nécessaire à chacun. On a pris l'exemple des mathématiques, mais c'est un exemple un peu cliché. Mais disons qu'il y a des élèves qui ressortent en sachant résoudre des équations et des élèves qui savent toujours pas. On avait dit comme exemple appeler son médecin par exemple, et que ce genre d'initiative permet de prendre confiance en soi, de faire des actions comme appeler des pros ou rencontrer des gens qui donc apprennent des choses de la vraie vie en fait. Et donc ça permet aussi d'apprendre sur soi-même, d'apprendre par soi-même, c'est-à-dire tout seul, des savoir-faire, des savoir-être, par rapport aux seules connaissances que sinon on apprend un peu comme on avale de la bouillie, quoi. Et ça permet d'apprendre sur des notions donc utiles. Et on a aussi noté un apprentissage latéral, donc pas seulement ascendant, par exemple en regardant d'autres élèves faire. Et ça permet de libérer certains enfants peut-être en se disant bah, lui il y arrive, pourquoi pas moi. Et du coup, de pas seulement prendre exemple sur un professeur, quelqu'un de plus âgé, mais aussi sur quelqu'un qui a son âge et donc qui représente nous-mêmes, en fait. On en est capable puisque l'autre aussi peut le faire. Voilà. Ok, bah merci pour ce retour. Et si tu peux laisser une trace écrite dans le chat, oui, je vais faire ça serait super. Merci. Du coup, Célia, c'est à toi maintenant. Non, je suis désolée, je me suis trompée de... Ah, c'est pas ta thématique. C'est pas grave. Est-ce que dans le premier thème, donc c'était bon pour tous les groupes? Et si c'était bon pour tous les groupes, j'invite Véronique à continuer cet échange. Ok, bah merci pour ces apports, je trouvais ça très intéressant. Peut-être en premier, juste un petit retour d'expérience par rapport au potentiel créatif des enfants. Effectivement, ce formatage, alors c'est difficile à savoir vraiment qu'est-ce qui le provoque ou comment il se structure en fait. Mais ce qui est clair, c'est que les enfants ont moins de freins à exprimer leur créativité. C'est plus naturel. Et puis, on observe déjà une différence entre les enfants de 8 ans et les enfants de 11-12 ans. Et plus on devient ado, plus on va s'auto-censurer aussi, se dire bah non, mais c'est bête, j'ai une idée, mais c'est un peu bête. Et ça, les enfants, ils ne l'ont pas trop. En fait, les enfants, ils aiment partir dans tous les sens et c'est ce qui permet la créativité.
Donc, on a un petit effort à faire à chaque fois sur dépasser les premières idées parce qu'il y a souvent quand même aussi des choses qui répètent, qu'ils ont entendues ailleurs. Mais après, quand on veut creuser, ça marche super bien chez les enfants. Donc, l'idée, c'est de maintenir ça et de s'entraîner parce qu'on sait très bien la créativité, c'est comme un muscle. Et puis, si on l'entraîne, on crée plein de connexions qui vont pouvoir nous permettre d'être innovants et de continuer à proposer des choses. Par rapport aux thématiques, donc le projet Ma planète, mon quartier, c'est un de nos projets. Et là, donc il y a le cadre du quartier et ensuite il y a énormément de liberté de choisir le sujet. Par contre, quand je vous parlais des ateliers, par exemple, de recherche participative où un chercheur vient partager un défi. Donc, c'est basé sur un sujet qu'il a et nous, on va élaborer avec lui en amont comment ça peut se traduire en défi pour les enfants. Et on a travaillé sur des sujets comme la distraction dans les transports, les stéréotypes de genre, la rue du futur, la pollution de l'air, comment est-ce qu'on peut se protéger. Et du coup, c'est super intéressant parce que le chercheur va pouvoir amener aussi un petit peu de cadre de contenu et ensuite écouter des propositions des enfants qui sont souvent inattendues par rapport aux réflexions du chercheur qu'il a habituellement. Et après, il y a aussi la partie de se dire les enfants, c'est aussi des citoyens et ils ont aussi leur vécu et ça les concerne aussi. La pollution de l'air, ça les concerne. Les stéréotypes de genre, ça les concerne. Donc, c'est aussi à eux c'est pertinent de leur donner la parole sur ces sujets-là. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse à ce niveau-là, c'est on pose ce défi, on le cadre et on ne laisse pas un choix très, très libre puisqu'il y a tout un déroulé d'atelier qui est ajusté à ça. Oui, c'est bon. Oui, on va passer au deuxième thème, je pense, du coup, pour rester dans le timing. Merci pour tous ces retours. Et donc, pour le deuxième thème, donc on était sur quelle place accorde-t-on à la citoyenneté aujourd'hui, durant l'éducation d'un enfant? Donc, pour les rapporteurs, je vous laisse faire la même chose, mettre une petite étoile dans le chat. Alban, on t'écoute. Yes, avec plaisir. Du coup, pour cette question, après réflexion, on s'est dit que en fait, la citoyenneté, c'était un élément essentiel et qu'il faudrait peut-être davantage l'aborder dès l'enfance, en fait, parce que c'est peut-être pas assez intégré aujourd'hui. Et en fait, il faudrait peut-être du coup aborder des problématiques actuelles dès l'enfance, que ça soit peut-être même dès la primaire. Ce que j'entends par problématique actuelle, ça pourrait être tout ce qui est en lien avec l'environnement, les problématiques sociétales, culturelles, et du coup, oui, environnementales. Donc, en intégrant en fait ces problématiques, ça pourrait permettre que l'enfant intègre ça dès son plus jeune âge. Et ça pourrait être sous la forme d'ateliers ludiques et pratiques. Voilà, donc c'est ce sur quoi on a réfléchi. Je ne sais pas si Abraham, tu as ajouté quelque chose. Je pense que tu as tout dit, mais en m'accentuant un peu sur le côté culturel et voilà, on a un peu réfléchi au fait que aujourd'hui on est quand même dans une France multiculturelle et où quand même on vit souvent une certaine tension entre différentes communautés, religions et tout ça. Et dès le bas âge, les enfants pourraient, par exemple, réfléchir ou travailler sur des activités interculturelles pour aussi faciliter l'acceptation des différences voilà, dans la société. On a un peu réfléchi à ça aussi. Voilà. Ok, merci pour ce retour. Vous pouvez le mettre aussi dans le chat, s'il vous plaît. Ouais. Et Stéphane Delay, on vous écoute.
Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, nous, on est retombé assez vite sur l'importance de l'éducation civique dans l'éducation, donc pour l'éducation scolaire, puisque c'est, on va dire, quand même un petit peu la matière où on est sensibilisé à ces questions-là. Cependant, tout le monde ne se sent pas concerné par le modèle scolaire et on a eu une réflexion sur qu'est-ce qui est un lieu justement d'éducation et qu'il y aura peut-être besoin de redéfinir le modèle de l'éducation puisque ça peut se passer par d'autres lieux que le modèle scolaire. Il y a d'autres lieux pour transmettre la citoyenneté. Par exemple, les clubs de sport, on sait qu'il y a des valeurs qui sont transmises qui peuvent parfois être plus fortes que dans le monde scolaire. Et voilà, dans l'apport que je pouvais faire, je pense que ça s'arrête là. Ok, merci. Et Alexandra, à ton tour. Ouais, merci. Donc, merci pour la conférence. Donc, dans notre groupe, on est groupe 10, on avait cette question, donc pour la place qu'on accorde à la citoyenneté. J'avais la chance d'échanger particulièrement avec une de nos camarades qui s'appelle Emma, qui vient de la Chine. Après, 2 autres personnes ne pouvaient pas trop interagir parce qu'ils n'ont pas eu cette possibilité. Donc, avec Emma, on avait plutôt constaté ces différences entre les pays. Donc, qu'en France, on donne plus de place. Selon elle, en fait, en Chine, il n'y a pas ce type de matière parce qu'elle constate qu'il y a une confiance qu'on porte au gouvernement. Donc, est-ce que ce type de dispositif, par imaginons, pouvait marcher en Chine? Ça, c'était un débat après qu'on avait. Et après, on a parlé qu'il y a des matières, particulièrement en France, pour ancrer ces 3 valeurs, donc tout ce qui est respect des lois et des règles, la civilité, respect de soi et des autres, et la solidarité. Donc voilà, peut-être on peut réfléchir un peu dans ces directions en échange interculturel. Je laisse la parole aux autres. Ok, merci Alexandra. Du coup, Véronique, si vous voulez réagir. Du coup, pour rebondir, la question, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Et est-ce qu'il y a des choses, alors il y a certainement une base qui est le respect, le vivre ensemble, il y a des règles. En fait, nous, on met des règles de base qui sont les règles d'or qu'on appelle pour nos ateliers, qui sont finalement basées sur le respect les uns entre les autres. Mais au-delà de ça, après, ce qu'on fait, c'est de beaucoup questionner, faire réfléchir les élèves et puis et voir pour eux c'est quoi leur rôle dans la citoyenneté, c'est comment ils veulent vivre finalement, dans quelle société est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que chacun devrait contribuer. Il ne s'agit pas tellement de transmettre des règles, mais c'est plutôt que chacun puisse se questionner là-dessus et prendre vraiment un rôle actif là-dedans. Après, je suis d'accord que si on propose aux élèves de réfléchir à des actions et d'agir, eh bien, ou de faire des propositions, mais il faut être ouvert à ces propositions-là et à les écouter et pas forcément à les transformer parce que évidemment il y a des contraintes, mais à les écouter, à voir comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc c'est un petit peu c'est ce qui se passe dans la citoyenneté active ou la participation des citoyens en général. Si on propose aux citoyens de contribuer, eh bien, il faut aussi voir comment ça peut être pris en considération après, sans que ça devienne une commande forcément. Mais si les citoyens se proposent de faire des choses, eh bien, si on ne leur laisse pas les libertés de le mettre en action, ça crée uniquement de la frustration et c'est clairement contre-productif. Donc c'est ça, c'est un vrai enjeu pour la citoyenneté, c'est qu'après, ça puisse vraiment être mis en place. Et ça veut dire laisser la place aux enfants de faire des choses, donner les moyens et puis aider à la mise en place. Et je suis d'accord aussi que c'est pas uniquement à l'école. On a beaucoup de lieux d'apprentissage. En fait, nous aussi, on travaille en partie au collège, mais aussi en extrascolaire. Et en fait, il y a, je pense, des environnements d'apprentissage qui sont à la maison, qui sont dans les clubs, en extrascolaire, avec les amis, et forcément à l'école. L'avantage de l'école, c'est qu'on a tout le monde. Donc, c'est ce qui se passe dans notre projet Ma planète, mon quartier. On arrive à toucher une classe entière
Et souvent, les personnes qui en ont le plus besoin ne sont peut-être pas celles qui ont le plus de facilité ou le plus d'initiative ou d'engagement dans ce genre de projet et il faut un petit peu plus travailler. Donc ça, c'est un grand avantage en fait de l'éducation dans le cadre scolaire, c'est qu'on a accès à tous les enfants potentiellement. Mais c'est clair que les valeurs peuvent se transmettre de beaucoup de manières. Nous, ce qui est important, c'est que ça soit de manière active, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie appropriation par les jeunes et que ça ne soit pas un discours qu'on a pour expliquer ce qui est important. Merci Véronique. On va passer au troisième thème. Donc, quelle est l'importance de l'enfant en tant qu'acteur de la société? Et du coup, si les groupes du troisième thème peuvent mettre une étoile dans le chat et envoyer, alors, Marine Blanchard. Oui, bonjour à tous. Alors, oui, du coup, pour répondre à la question quelle est l'importance de l'enfant en tant qu'acteur de la société, le premier point qui est ressorti, c'est un terme qui a émergé, c'est celui de spectateur, c'est-à-dire que l'enfant a trois rôles, donc celui à la fois d'auteur, d'acteur du changement, mais aussi de spectateur, dans le sens où il observe tout ce qui va se passer autour de lui. Le deuxième point qui nous a paru important d'aborder, c'était la construction de l'enfant qui apparaît autour de ça, c'est-à-dire qu'il va se construire une estime de lui, une réalisation de soi. Ça va aussi lui permettre d'appréhender des problèmes futurs. Et en règle générale, ça va lui donner une nouvelle approche et une nouvelle vision globale. Et c'est justement cet enfant qui aura de l'impact. Donc, c'est important que ce soit lui qui ait cette nouvelle approche. Et enfin, ça lui permet aussi d'avoir un effet de réflexivité, dans le sens où les projets qu'il va mener, ça va à la fois le faire réfléchir lui, le faire réfléchir les enfants autour de lui, mais également les adultes. Et ça va provoquer une remise en question. Donc en fait, ça va questionner à tous les acteurs directs, mais aussi indirects, qui interagissent autour des projets. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Et si tu peux mettre également une trace écrite dans le chat, ça serait super. Pas de souci. Antoine, on t'écoute aussi. Ouais, alors nous, on a pas mal discuté sur le fait que l'enfant, il avait une vision un petit peu naïve du monde. Et ce qui était intéressant, c'est que en fait, ça permettait de questionner, de tout le temps questionner son entourage, ce qui pouvait arriver à son attention. Et en fait, ça peut être d'une grande importance pour notre société parce que ça va permettre de poser des questions que nous, adultes, des fois, on peut passer à côté, qui ne soient pas vraiment, qu'on puisse oublier, ou enfin bref, voilà, des questions qui, nous, ne nous viendraient pas à l'esprit. Donc, cette vision naïve, en fait, qui pourrait être intéressante. Après aussi, là, on a pas mal parlé du projet là, qui a été exposé. Et nous, on a trouvé ça pas mal pour en fait que l'enfant prenne de l'autonomie et se rende compte aussi de son importance en tant qu'acteur. Et en fait, alors nous, on avait ce petit bémol de se dire c'est peut-être compliqué de le rendre acteur dans le présent, mais en tout cas d'en faire des futurs adultes peut-être plus responsables et qui aura plus se questionner de par ces projets menés très tôt dans l'enfance. Et il y avait aussi les questions de l'âge, comment on adapte cette manière de former et d'impliquer l'enfant en fonction de son âge, parce que c'est des personnes qui évoluent en fait très rapidement entre ses 5 ans et ses 15 ans. Je donne une fourchette titre indicatif, mais voilà, entre la primaire et le collège, ça peut aller très rapidement, et on se posait un petit peu la question aussi de comment adapter ces projets et ces formes de participation collective. Voilà. Merci Antoine. Et Célia, c'est à toi maintenant. Je ne me suis pas trompée, promis. Nous, on a parlé du coup
que c'était relativement plus facile d'apprendre à un enfant par le faire, en fait. Donc, il y a plein d'activités où l'enfant, il peut apprendre plein de choses. Et aussi, le fait d'écouter la créativité des enfants qui peuvent avoir un point de vue ou un angle d'apprentissage qui est aussi différent, du coup, d'enlever les barrières et vraiment de développer sa créativité. Voilà. Ok, bah merci pour tous ces échanges. Donc Véronique, maintenant, c'est toi qui as la parole. Oui, je voulais rebondir sur l'apprentissage par le faire et notamment la réflexivité de laquelle vous avez parlé. En fait, ce qu'on fait souvent vers la fin des projets, notamment le projet Ma planète, mon quartier, c'est de demander aux élèves qu'est-ce qu'ils ont appris. Et c'est assez intéressant comment, à travers cette réflexion qu'on lance, il y a une prise de conscience qui va encore potentier les effets du projet. Donc, ce débrief qu'on peut faire et la réflexion sur soi qu'on peut stimuler est un levier d'apprentissage qui est énorme. Et ce qui les entraîne beaucoup, oui, c'est de voir les autres et de voir eux-mêmes comment ils arrivent à se dépasser. Typiquement, quand on leur demande c'était quoi le meilleur moment, c'était toujours le moment du projet où ils ont eu peur avant, par exemple de parler devant le public. Ils ont eu peur avant, ensuite ils l'ont fait et après ils étaient vraiment fiers de ce qu'ils avaient fait. Et ça, c'est des mécanismes très intéressants à mettre en place pour apprendre à sortir de sa zone de confort, à se dépasser et à faire de nouvelles choses, ce qu'on va être amené à faire dans toute notre vie normalement. Après, par rapport à l'adaptation en fonction de l'âge, en fait, on se rend compte que nos méthodes, finalement, on pourrait même les mettre en place avec des adultes. Puisque c'est des méthodes d'intelligence collective et d'ascendance, le contenu et la manière d'aborder le sujet va être donné par les participants. Donc, forcément, les jeunes de 6e ne vont pas avoir les mêmes idées d'initiative de quartier ou les mêmes sensibilités. Mais ils vont pouvoir faire en fait, passer par le même processus de création de projet et le faire du coup à leur manière. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de travailler avec ces méthodes-là. C'est que c'est finalement le groupe qui va y mettre son contenu et ces méthodes, forcément, elles sont adaptées au groupe puisque c'est le groupe qui complète toute la partie contenu. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'était plutôt très clair. Ok. Et ouais. Est-ce qu'on passe sur la dernière thématique? Alors du coup, donc, pour les groupes de la 4e thématique, quelle place tient l'innovation pédagogique dans la redéfinition du système sociétal que nous voulons pour demain? Je vous laisse aussi mettre vos petites étoiles. Bah, du coup, Marine, à toi la parole. Voilà, je suis unmute. Bonjour à tous, merci Véronique pour cet échange. Du coup, dans mon groupe, déjà, ce qu'on a le plus apprécié en fait dans la démarche Imagineo, c'est vraiment l'emphase sur l'écoute et la posture de collaboration entre adultes et enfants, parce que ça permettait de remettre l'enfant au centre de l'attention, chose qui n'est pas vraiment le cas dans le système éducatif. Donc, on était vraiment tous pour, donc nos convictions, c'était vraiment l'autonomisation et la responsabilisation, c'est très important pour les enfants. Ça permet de leur faire prendre conscience qu'ils ont de l'importance et qu'ils sont surtout acteurs de leur monde, quoi, que ce sont des personnes comme les adultes, des personnes à part entière, et que du coup, ça permet en fait de leur donner plus de légitimité qu'ils n'ont pas pour l'instant. Du coup, c'est bien de commencer à travailler des projets comme ça. Donc, il faut vraiment les considérer comme des adultes, même s'ils sont jeunes et qu'ils sont encore sous la tutelle des adultes. Comme ça, du coup, ça donnera des adultes plus responsables, autonomes et qui ne sont pas passifs dans leur vie, en fait. Donc, on aimait beaucoup donc, ce petit système de gouvernance pour plus les prendre en compte en espérant que, du coup,
la société des adultes suive cet esprit collaboratif. Les petits bémols, je crois que d'autres ont déjà émis la question. On s'est demandé si tous les enfants étaient écoutés lors de ces séances de groupe. On est certains sont timides. Et comment cette démarche, du coup, elle était inclue, si elle l'est, dans l'éducation nationale? Et encore une question, est-ce qu'il y a des méthodes différenciées pour pouvoir s'adapter à tous les types d'enfants? Ok, merci Marine. Bah, du coup, je vois que tu as déjà tout mis dans le chat. Oui. Alors, Laure, ça va être à toi. Oui, merci. Bon, j'ai déjà tout spoilé, hein, j'ai déjà tout mis dans le chat, mais finalement, avec mon groupe, on était d'accord pour dire que l'innovation pédagogique, elle tient une place importante. Et en fait, elle doit absolument se mettre au service du système sociétal de demain, parce que finalement, les enfants sont les graines de citoyens. Donc, c'est vraiment pour les accompagner à se gainer dans ce rôle. Et également, du coup, encourager l'esprit critique. Et on a parlé de re-questionnement. En tout cas, finalement, c'est l'esprit critique important pour faire donc des bons citoyens de demain. Et on a apporté plusieurs mots-clés entre cohérence des messages et projets, et surtout l'exemplarité. Et un dernier message, c'était finalement briser le cycle où les enfants grandissent et transmettent un petit peu de la même façon aux enfants futurs. S'il n'y a pas à un moment une déviation de la trajectoire, on va reproduire sans cesse les mêmes choses. Or, là, prendre conscience justement de la nécessité de changer les choses pour changer le futur par l'innovation, en fait, par l'innovation pédagogique. Voilà, pour notre groupe. Merci Laure. Est-ce qu'il restait un dernier groupe pour ce dernier thème qui voulait peut-être faire part de ces échanges? Okay. Sinon, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et du coup, Véronique pourra revenir dessus comme ça. Oui, du coup, je voudrais souligner en fait ce que Laure vient de dire, c'est vraiment extrêmement important. Si on ne met pas l'éducation au cœur de notre société, quand est-ce qu'on veut commencer le changement? Et si on n'ose pas anticiper et puis et prévenir ou lancer un changement, même s'il est à long terme, et s'il demande des efforts et puis de la restructuration ou d'oser faire des choses autrement, et on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. Donc, c'est exactement ça. Du coup, pour revenir aux questions, est-ce qu'ils sont notées? Je crois que les questions de Marine, je ne les ai pas, non? Alors, la question de Marine... Si, parce que j'arrive pas à voir, je crois que c'est une image ou je ne sais pas. Alors, normalement, non. Elle l'a envoyé, c'est un petit peu plus haut, il y a eu quelques messages entre-temps. Oui, c'est un message vide pour moi, mais j'essaie de me souvenir. Il y a une question en tous les cas sur les différents publics. Nous, on travaille avec tout public, alors sauf si c'est vraiment des publics avec des nécessités très particulières. Donc, dans ce cas-là, il faudrait des collaborations avec des spécialistes. Mais a priori, l'idée, c'est de justement pouvoir travailler avec tous les publics. On ne se concentre pas forcément sur des quartiers prioritaires, mais les deux sont possibles et je pense importants. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que le cadre dans lequel les enfants vivent et grandissent, leurs expériences vont influencer notamment leur confiance en eux.
C'est beaucoup à travers ça. Enfin, quand on creuse un peu, ça revient souvent à ça. Quand il y a un peu de difficultés au niveau pédagogique, de la rébellion et tout ça, c'est souvent parce que ils ont besoin de se cacher un peu derrière je n'ai pas envie, parce que j'ai envie de m'engager, c'est un peu plus compliqué et je pense que j'ose pas parce que j'arriverai peut-être pas. Donc, il y a un effort différent à faire avec certains publics. Et ce qu'on s'est rendu compte, notamment dans le projet Ma Planète Mon Quartier, qui implique plein d'acteurs et puis l'équipe pédagogique du collège, c'est il faut avoir une vraie cohérence dans l'équipe pour que les enfants aient les repères nécessaires et qu'on soit tous dans la même dynamique. Parce que dès que c'est dès que ça bouge un peu ou c'est pas stable, et ça se ressent tout de suite chez les enfants dans un manque d'engagement, etc. Mais en gros, on peut dire tous les enfants ont envie d'agir, tous les enfants ont envie d'être écoutés. Dans nos ateliers, du coup, l'autre question, c'était comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde, ou est-ce que tout le monde ait été écouté? Alors, nos ateliers en général, alors là, on travaille avec une classe entière, mais quand on va travailler en atelier avec cette classe, on va les séparer au moins en demi-classes, mais à chaque fois les remélanger autrement. Donc, on travaille beaucoup en petits groupes pour permettre la prise de parole de chacun. Et on travaille justement avec des outils créatifs, ludiques, qui répondent à ces critères-là. Le fait que chacun ait pris la parole en début d'atelier, qu'on ait entendu chacun, c'est le premier pas en fait qui va permettre l'implication de chacun. Des petits pas comme ça, des petites prises de risque créatifs, on appelle, qui vont rendre l'implication plus facile. Et on est très étonné souvent d'enfants qui étaient très très timides en début d'atelier et qui à la fin de l'atelier présentent leur solution face caméra avec un micro, tout fiers de ce qu'ils ont fait. Donc il y a une évolution même dans des ateliers de 3 heures qui est très très étonnante et encourageante. Donc ça c'est vraiment la force des méthodes collaboratives et créatives. Et vraiment aussi ce fait d'appuyer beaucoup sur le principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses toi. Ce qui m'intéresse, c'est ton vécu. Et donc c'est forcément eux, c'est quand ils se rendent compte qu'on s'intéresse à eux, ça débloque énormément de choses. Et dès qu'on encourage un peu en disant « Ah tiens, c'est une bonne idée », et hop, ça c'est un levier finalement pour continuer à se débloquer finalement. Merci encore Véronique du coup, pour ce retour. Et merci à tous et à toutes d'avoir joué le jeu. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être qu'on peut passer à 1 ou 2 questions rapidement. Donc Frida avait demandé du coup le fait que Véronique, tu parlais d'engagement dans la cité. Est-ce que vous ciblez une catégorie sociale spécifique pour les projets? Non, c'est ce que je disais justement, on n'est pas ciblé particulièrement, mais l'idée c'est de pouvoir proposer les projets à ceux qui le souhaitent. Donc c'est en fonction des partenariats qu'on peut avoir. Et du coup, je peux rebondir peut-être sur la deuxième question. Comment est-ce qu'on interagit avec l'écosystème? Donc, on travaille beaucoup à travers les relations. Donc, quand on nous demande en termes de structure jeunesse au collège, ou établissement scolaire, on établit des relations. On ne va pas démarcher beaucoup d'établissements parce que souvent, en fait, notre enjeu, c'est aussi de pouvoir financer nos projets. Et puis, du coup, l'argent n'est souvent pas à cet endroit-là. Donc, les structures jeunesse et les collèges ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent. Donc, on essaye de trouver des manières de financer par ailleurs avec la métropole, des fondations notamment. Et souvent, il y a
des structures donc, qui ont un intérêt pour que l'atelier se passe, comme par exemple un centre de recherche qui souhaite faire impliquer les enfants dans des sujets de recherche, ou alors la RSE d'une entreprise qui viennent nous dire, voilà, on aimerait bien aborder ce sujet avec les enfants, on aimerait bien développer des ateliers de sensibilisation pour prévenir l'obésité, ce qu'on a fait par exemple sur le côté alimentation. Et du coup, on va voir à quelle structure jeunesse on peut proposer ça. Donc, il y a vraiment des partenariats autour d'un projet qui sont à créer, et on fonctionne par projet du coup, et comme je disais, en mode avec une démarche de laboratoire d'innovation. Donc, pas sur la quantité de projets, mais plutôt la profondeur de chaque collaboration. Voilà, mais beaucoup à la demande de partenaires, de partenariats qui se créent. Ok. On a peut-être une autre question de Théo. Donc, avec combien d'enfants travaillez-vous chaque année et quelles perspectives d'avenir pour Imagineo? Donc avec le combien, donc on est vraiment pas dans la masse. Cette année, on est un petit peu redescendu au niveau du projet Ma Plaine Pont-Cartier qui demande énormément d'investissement et où les financements étaient incertains. Donc on travaille avec une seule classe. Alors cette année, on s'est dit l'impact, on veut l'avoir autrement. Donc on va travailler avec cette classe et on va réaliser. On a en tous les cas l'ambition de réaliser un documentaire sur ce projet à travers le vécu des enfants, donc un documentaire en cohérence avec notre approche où ce sera les enfants qui vont prendre la parole. Donc on espère mener ce projet à bout et ça sera donc à travers ce moyen-là qu'on va vouloir avoir un impact, mais à travers l'inspiration. Et dans les perspectives d'avenir, alors au-delà de ça, on a d'autres projets plutôt ponctuels avec des centres sociaux. On propose, on a une association qui s'appelle la Maison de l'Environnement à Lyon qui propose régulièrement des stages pour des enfants. Donc voilà, on a des ateliers ponctuels comme ça tout au long de l'année. Et en termes de perspectives d'avenir, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire des expérimentations pédagogiques, mais surtout de pouvoir former, planter justement des graines d'éducateurs, des graines de professionnels dans tous les domaines. Ça, c'est un peu ambitieux, mais comment est-ce qu'on peut en fait changer les manières d'apprendre et d'impliquer, de faire participer les enfants, autant dans l'éducation nationale, la formation, l'éducation scolaire, que dans le domaine de la science, comme on le fait déjà, que dans le domaine des entreprises. C'est une grande question. Comment est-ce qu'on peut, de quelle manière il faudrait interagir avec les enfants dans le monde des entreprises, dans les collectivités, tout ce qui est question d'urbanisme. Il y a vraiment des avancées qu'on pourrait faire au niveau de la participation des enfants. Donc, comment est-ce qu'on arrive à toucher ces acteurs-là, trouver les acteurs qui ont envie d'aller vers plus de participation des enfants et voir comment on peut les former, comment on peut les accompagner, faire des projets avec eux, expérimenter des choses. Donc, c'est cette démarche qu'on entame. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je vais laisser Sophie maintenant pour clôturer notre conférence. Ça marche, merci Laurane. Du coup, merci à tous d'être venus à cette conférence des Lundis de l'innovation. On a pu voir le soutien de nos collègues donc, du master. Donc c'est super sympa. On espère que du coup ça vous aura plu et que vous repartirez avec des réflexions plus approfondies sur l'innovation dans l'éducation et avoir une vision plus globale de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut entreprendre. Merci encore une fois à Véronique d'être venue et d'avoir partagé son expérience. Merci à l'équipe Promising de leur soutien et de la visibilité donnée aux étudiants grâce au programme. Merci encore une fois à Monsieur Ménissier et Madame Micheli qui en amont nous ont aidés à préparer cette conférence et ça a été quand même assez long de la préparer, donc merci beaucoup. La prochaine conférence du coup des Lundis de l'innovation aura lieu le 22 février et nous permettra du coup de continuer notre réflexion sur le design. Donc si ça vous intéresse, on vous invite à vous inscrire d'abord et puis participer par la suite. N'hésitez pas à venir nombreux et donc on vous donne rendez-vous le 22 février. Bonne soirée à tous. Merci.